Ce soir est Michel Sauton. Il est né en 1939. Il est ingénieur chimiste de l'Institut de chimie physique industrielle de Lyon, docteur et sciences physiques. Et tout son parcours, il l'a effectué à l'Institut textile de France. Il a été de 1978 à 1985 directeur des laboratoires de recherche de l'Institut textile de France à Paris. De 1985 à 1993, il a été directeur régional de l'Institut textile de France. Il va nous dire ce que c'est l'Institut textile de France. Je me souviens que quand je l'ai invité, j'avais eu du mal à trouver cette institution. Et depuis 1993, il est directeur général et directeur de la recherche à l'Institut textile de France à Paris. Ses spécialités, c'est une expertise dans le domaine de la recherche, de l'innovation, management des produits, génie des matériaux, textile intelligent, vous voyez, génie des matériaux textiles de l'extrême, et management des ressources technologiques, c'est-à-dire génie des procédés de transformation des fibres aussi. Il est membre de nombreuses associations savantes et professionnelles et l'auteur d'un grand nombre de publications, conférences de publications techniques sur structure et morphologie des fibres textiles, des textiles à usage technique et fonctionnel, des procédés de fonctionnalisation. Donc c'est vraiment l'homme de la situation. Je vais lui donner la parole pour une 50aine de minutes et ensuite nous aurons certainement des questions à lui poser. Merci. Merci Michaud, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de vous compter si nombreux. Donc je vous dis deux mots de l'Institut textile de France que je dirige. L'Institut textile de France est un centre technique industriel. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 15 à 19. Ils ont un statut particulier, ils sont de statut public et de droit privé. En général, ils sont attachés à une profession, donc l'Institut textile de France est attaché à la profession du textile, qu'il sert notamment pour l'entraîner dans le domaine de l'innovation. L'Institut textile de France est riche de 300 collaborateurs qui sont essentiellement des docteurs d'université, des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Ils travaillent dans le domaine de la recherche sur les matériaux, sur les procédés, pour les matières qui doivent aller dans l'habillement, mais aussi sur beaucoup d'autres textiles qui vont dans d'autres domaines que l'habillement, dans d'autres secteurs industriels comme l'espace, l'aéronautique, le génie civil, le bâtiment, la santé. Donc c'est une palette de matériaux dits techniques extrêmement fantastiques qui séduisent tous les autres secteurs industriels. Je pourrais vous en parler longtemps. Ce n'est pas le thème de ce soir, puisque le thème de ce soir qui m'a été posé et sur lequel nous allons débattre, c'est quels sont ces cybertextiles qui vont être utilisés pour nos vêtements de demain. Je vais donc essayer de vous apporter quelques éléments de réponse dans cette direction, en m'appuyant bien sûr sur l'état de l'art de la profession et sur quelques travaux de recherche qui sont engagés dans cette direction. Vous savez, de nombreuses prévisions, de nombreux pronostics ont été faits il y a longtemps sur le type de vêtements que nous devrions porter en l'an 2000, aujourd'hui. Et certaines de ces prévisions, sans forcer le trait, nous ont vus habillés facilement comme des astronautes ou comme des cosmonautes ou des extraterrestres. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, là, nous sommes habillés de manière très différente, très radicalement différente de ce qu'étaient les habits que portaient nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents? Je pense que vous allez mesurer, comme moi, que le changement n'est pas si radical. Le style a changé, mais finalement, il n'y a pas des modifications qui vous apparaissent de manière extrêmement radicale. Et pourtant, je ne résiste pas, en guise d'introduction à cette conférence, à vous citer quelques lignes de Gérard de Nerval, que je relisais il y a quelque temps, et qui nous décrit avec son talent inimitable un colon anglais qui chemine ou qui chevauche dans les rues du Caire. Ceci, c'est donc Femme du Caire de Gérard de Nerval. Je vous lis ces quelques lignes. Imaginez un monsieur monté sur un âne avec ses longues jambes qui traînent par terre. Son chapeau rond est garni d'un d'épais revêtement de coton blanc piqué. C'est une invention contre l'ardeur des rayons du soleil qui se transforme, dit-on, dans cette coiffure, moitié matelas, moitié feutre. Le gentilhomme a sur les yeux 2 espèces de coques de noix en treillis d'acier bleu pour briser la réverbération lumineuse du sol et des murailles.
Il porte par-dessus tout cela un voile de femme vert contre la poussière. Son paletot de caoutchouc est recouvert encore d'un surtout de toile cirée pour le garantir de la peste et du contact fortuit des passants. C'est pas très vieux, puisque Gérard de Nerval décrivait ça en 1850. Ça fait 150 ans. C'est pas très vieux, mais je pense qu'à travers cette évocation de Gérard de Nerval, vous mesurez que les vêtements contemporains que vous portez aujourd'hui ont réellement des ancêtres. Et vous mesurez aussi que les vêtements contemporains que nous portons aujourd'hui ont évolué par rapport à la description de Gérard de Nerval dans beaucoup de technicité, beaucoup de fluidité, surtout beaucoup de légèreté, et surtout dans les fonctionnalités essentielles vis-à-vis de l'hygiène, de la santé ou de la sécurité. Je vais donc vous montrer que, selon moi, il ne faut aucun doute que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, les changements dans le mode de textile et dans les modes vestimentaires vont changer de manière encore plus radicale que ce que nous mesurons depuis ce que Gérard de Nerval nous a dépeint ou décrit. Et je vais essayer de vous entraîner dans les grands courants qui, selon moi, vont modifier et les matières, et les textiles, et les vêtements que nous porterons dans quelques années. Je vais vous montrer que les textiles surfent sur les vagues de l'innovation. Tout le monde est d'accord aujourd'hui dans l'industrie textile pour reconnaître que finalement, il ne faut pas s'arrêter à l'innovation esthétique. Cette innovation esthétique se repose, elle, sur les arts plastiques. En fait, il faut élargir le contenu innovant des produits en s'appuyant sur la technologie et la technique qui relèvent, elles, du domaine des sciences. Et je propose même de travailler tout de suite pour élargir le contenu innovant des produits textiles sur une base éthique et culturelle qui sont des valeurs que le consommateur aujourd'hui plébiscite de plus en plus et, j'en suis convaincu, plébiscitera encore mieux demain. Je ne vous parlerai pas de tous ces contenus, de ce concept de la pyramide de l'innovation, je m'arrêterai simplement au contenu technique. Sur le plan technique, l'industrie textile a toujours su merveilleusement innover en s'appuyant sur les progrès et les innovations faites par des industries qui sont des industries connexes au textile. Et le textile a su capter très bien ces progrès et coévoluer avec d'autres industries. Ceci nous a valu, à ce jour, 2 grandes vagues de produits innovants que je vais vous présenter. La première vague correspond à l'ère industrielle. Cette ère industrielle qui a permis de travailler les fibres naturelles, mais en bénéficiant de la mécanique, de la mécanisation, de la machine à vapeur et l'électricité. Et cette ère industrielle a propulsé une vague de produits sur le marché mondial dont la valeur ajoutée de ces produits se mesure à la préciosité des fibres et à leur valeur patrimoniale. Ceci vous explique que sur le sommet de cette vague surfent la soie et la laine. La deuxième vague, qui s'achève, pour moi, cette année, à la fin de ce millénaire, correspond à l'ère de la chimie. La chimie nous a permis, et a permis au textile, d'élaborer toute une palette de produits, de fibres chimiques, qui, elles, s'apprécient en termes de valeur ajoutée au panier des performances qu'elle développe et déjà au baromètre des fonctionnalités qu'elle apporte sur le marché. Cette vague, tout à fait à l'origine, a porté les premières fibres artificielles qui venaient se substituer quelque part aux fibres naturelles. Et puis progressivement, on a vu apparaître des fibres à caractéristiques plus évoluées, polyester, polyamide. Plus près de nous, on a vu émerger le concept des microfibres qui a révolutionné le toucher aux confins de ce que la soie nous apportait. Et puis, plus près de nous, surfant sur cette vague, des fibres avec des performances mécaniques ou thermiques extraordinaires, comme sont les aramides, les fibres Kevlar dont vous entendez tous parler, les fibres de carbone ou des fibres de céramique. La troisième vague qui s'initie, à partir de cette année 2000, va couvrir, selon moi, l'ère du savoir. Ces produits textiles seront des produits textiles à fort contenu de connaissances, ou si vous voulez, à fort contenu immatériel. Ils vont se présenter pour le consommateur comme de réels produits-services, de réels textiles-services,
et il devrait être apprécié comme tel par le marché. Bien sûr, cette vague de produits va s'appuyer sur le patrimoine existant, sur le savoir-faire existant, mais c'est là que l'industrie textile doit démontrer une troisième fois qu'elle est capable de coévoluer avec des industries de cette période, porteurs d'images, porteurs d'innovation, porteurs de progrès. On peut citer les télécommunications, la cosmétologie, les biotechnologies, on peut citer les industries de la santé. Il faut donc que l'industrie textile coévolue avec ces secteurs industriels et sache s'adapter ou s'approprier les nouvelles technologies, non seulement de communication et d'information, mais aussi les nanotechnologies, le biomimétisme et les nanotechnologies et d'autres. Voilà, sur l'espace temporel, ces trois vagues de produits textiles innovants. Je suis convaincu que cette vague montante sera d'autant plus vaste et ambitieuse qu'elle mettra le consommateur et l'information au corps des produits. Et pourquoi il faudra qu'elle mette, cette industrie textile, le consommateur au corps des produits? Parce que justement, le consommateur devient averti et informé de plus en plus. Il peut s'informer de plus en plus et il peut exprimer sa différence, même dans des grands courants de mode, et il peut même être amené de plus en plus à exprimer son propre cahier des charges. Le consommateur est informé sur les textiles, c'est sûr. Le consommateur, il sait que les textiles qu'il achète ou les vêtements qu'il achète sont faits de fibres, de matériaux extraordinaires que sont ces fibres textiles, qui constituent les textiles et les vêtements, et il mesure quelque part que l'on ne pourra jamais faire des vêtements avec d'autres matériaux que ces fibres textiles, dont la palette est extrêmement riche. Et ça, c'est une énorme chance pour l'industrie textile dans les années qui viennent. Le consommateur commence à découvrir aussi d'une manière beaucoup plus explicite que son premier environnement sensoriel est textile. Tout au long de sa vie, finalement, le consommateur porte en intimité avec son corps des fibres. Et dans la mesure où ce consommateur a changé les relations à son corps, dans la mesure où le consommateur exige de plus en plus de confiance sur les produits, d'hygiène, de sécurité, il exige et il va exiger de plus en plus de qualité dans l'intimité de ce contact entre sa peau et des fibres textiles. Voilà donc, selon moi, des grands courants de fond qui vont justifier et absolument nous amener des vagues nouvelles de matériaux nouveaux, de textiles nouveaux, des vêtements nouveaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour essayer d'illustrer ce propos, des exemples qui sont déjà visibles sur le marché et qui ne vont pas tarder de s'amplifier. J'ai classé ces types de textiles sous ce titre-là, les textiles du bien-être et du mieux vivre. Ceci pour vous faire comprendre que vous devez cesser, et vous allez cesser, je pense, avec les produits montants, de percevoir les textiles comme des matériaux inertes. Ils vont devenir de plus en plus actifs, interactifs avec votre corps, et je dirais même avec les fonctionnalités introduites dans ces textiles et dans ces vêtements, ils vont devenir de plus en plus intelligents, c'est-à-dire capables de réagir à l'environnement et peut-être de modifier cet environnement. Donc, on est en train de vous préparer des textiles qui ont la pêche, des textiles zen, qui vont vous être présentés comme permettant d'être plus faciles à vivre, de vous rendre chaque minute de votre existence beaucoup plus facile à vivre. Alors voilà quelques pistes. Dans ces textiles du bien-être et du mieux vivre, j'ai retenu pour ce soir les cosmétotextiles, les texticaments, les textiles sains et sûrs, les biosensoriels et les textiles plus faciles à vivre. On va commencer par les cosmétotextiles. Je vous disais tout de suite que le consommateur appréciait de plus en plus cette intimité nouvelle qu'il découvre et mieux comprise entre la peau et le textile. La mode stretch que vous avez tous vécue ces dernières années, qui force un peu le contact entre le textile et la peau,
jusqu'à donner l'illusion finalement d'une seconde peau, ou à donner l'illusion d'une meilleure perception de son corps, tous ces textiles stretch ont particulièrement contribué à cette découverte nouvelle des textiles. En plus, avec les textiles, qui sont des matériaux qui offrent des surfaces spécifiques extraordinaires, de plusieurs centaines de mètres carrés par gramme, parfois beaucoup plus pour certaines fibres, et qui ont une extrême douceur, on mesure justement que le textile est devenu un lieu de contact et d'échange privilégié et idéal avec la peau. Si on mesure ça, on se dit pourquoi tous les actifs que l'on dépose sur la peau à travers des onguents, des crèmes, des lotions ou autres produits venant de la cosméto, pourquoi ces produits ne pourraient pas être déposés par les fibres du textile que l'on porte? Le challenge entre le textile et la cosméto est donc ouverte. Des initiatives sont prises dans les deux sens et des partenariats se nouent dans ce sens pour vous offrir des produits cosméto. Ces produits cosméto dont les concepts sont déjà installés. Il y a des cosméto-films, il y a des cosméto-vêtements, il y a de la cosméto-lingerie. Ils permettent ou ils permettront de délivrer de manière douce, régulière, tout au long de la journée et du porté des vêtements, un certain nombre de principes actifs, que ce soit des amincissants, des vénotoniques, des hydratants, des régénérants, des antivergetures, des autorégulateurs, des dépilatoires ou des produits vitaminés. Tout ce qui fait aujourd'hui la palette extrêmement riche de la cosméto. C'est possible d'envisager tout ça. Il est même possible d'envisager de créer de nouveaux actifs qui ne sont pas formulables dans les solutions cosmétiques traditionnelles. Donc, au risque d'avoir encore des actifs plus intéressants pour prendre soin de cette peau. Bien sûr, pour faire ça, il va falloir changer l'interface entre le textile et la peau. Il va falloir travailler la surface de la fibre, la fonctionnaliser pour qu'elle puisse accepter ces actifs dont je parle, qu'elle les emprisonne et qu'elle les libère d'une manière régulière et douce tout au long de la journée. La fibre peut se faire creuse, elle peut devenir réservoir et accepter ces actifs pour les relâcher doucement. Mais on peut aller au-delà, emprisonner des actifs dans des cages, dans des nanotubes, qui seraient ensuite délivrés régulièrement. Je verrai d'ailleurs avec vous tout à l'heure quelques technologies, mais brièvement, qui permettent de faire ce genre de choses. J'enchaîne avec la deuxième famille de produits dont je voulais vous parler, que j'appelle des texticaments. Permettez-moi le néologisme, c'est donc des textiles qui soignent, comme les médicaments. Donc, dans la mouvance de ce que je viens de vous dire sur les cosmétotextiles, les textiles actifs peuvent très bien se rapprocher de la parapharmacie et même de la pharmacie. Et si on soigne cette coévolution entre les industries du textile et les industries de la santé, on peut avoir effectivement l'émergence de textiles qui soignent, de texticaments. Au-delà des patchs, au-delà des orthèses, des prothèses, des dispositifs médicaux qui existent, qui sont en textile et qui permettent d'accompagner notamment les gens qui souffrent de traumatismes, ces rapprochements avec la santé peuvent permettre l'émergence de textiles vêtements pharmacodynamiques. Cette fois, on ne va pas délivrer des antivergetures, on va délivrer des analgésiques, des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des antibiotiques, tout ce qui fait la richesse de la pharmacie aujourd'hui. Certes, là encore, ça sera plus difficile, parce qu'il faudra vraiment que la surface de la fibre soit travaillée et capable d'accepter ces molécules actives, de les emprisonner et de les libérer à la demande en travaillant et la chronothérapie et la spécificité, la biodisponibilité, toutes ces notions qui sont utiles dans la santé. Alors on peut, vous voyez, utiliser des molécules comme celle-ci, qui sont des molécules cages, qui développent quelques nanomètres de diamètre, qu'on appelle des dextrines, des cyclodextrines. Ces molécules peuvent être accrochées par des liaisons chimiques à la surface de la fibre, et on peut donc, dans ces nanocages, emprisonner des molécules anti-inflammatoires, par exemple, qui seraient ensuite libérées à souhait sur la peau pour être diffusées
à l'endroit que l'on veut traiter. Bien sûr, ne nous leurrons pas sur l'émergence rapide de ces produits. Les texticaments devront passer le crible des exigences des essais cliniques et du législateur avant d'être mis sur le marché. J'enchaîne avec des textiles sains et sûrs. Il est évident que dans ses rapports quotidiens avec le vêtement, le consommateur attend plus de confiance, plus de sécurité, plus d'hygiène des vêtements qu'il achète et qu'il porte. Les textiles antibactériens sont des textiles qui vont dans ce sens. Ce concept de produit est déjà sur le marché et il va prendre de l'ampleur, certainement beaucoup. L'Institut Textile de France, que je dirige, a été le pionnier dans ses recherches sur les antibactériens solides. Et pour ce faire, nous avons développé un concept qui est le concept d'une fibre à la surface de laquelle nous faisons pousser, nous greffons des macromolécules qui viennent tapisser la surface de la fibre, et ces macromolécules portent au bout un antiseptique, une molécule antiseptique qui peut être du triclosan, qui peut être un ammonium quaternaire, autant d'antiseptiques qui existent, ou antibactériens qui existent dans la panoplie de la pharmacopée. Donc on peut les accrocher au bout, et on a donc un antiseptique qui fait partie de manière solidaire du textile. Et lorsqu'une bactérie est en contact avec ce tapis de molécules antiseptiques, elle est tuée. Alors on a développé ce concept de fonctionnalisation pour des effets bactériostatiques, c'est-à-dire qu'on tue les bactéries qui viennent en contact avec le textile. Ce n'est pas suffisant, il fallait encore faire la démonstration que ça marchait. Donc nous avons développé l'outil normatif et la norme qui permettent de mesurer que l'on fait bien des produits antibactériens. Et sur cette diapo, vous voyez que nous avons ici, sur un lit de gélatine en milieu nutritif, des bactéries qui se sont développées, ce sont les petites particules jaunes. Et vous voyez que ces bactéries ont formé colonie, et ils ont migré sur ce textile, ici à votre gauche, qui est le textile témoin. Vous voyez que sur le textile non traité, les colonies bactériennes se développent. Par contre, sur le textile traité antibactérien, à droite, il n'y a aucun développement de colonies bactériennes, ni dessus, ni dessous. Donc, c'est la démonstration qu'il y a une efficacité, une fonctionnalité. Alors, ce concept de textile antibactérien ou bactériostatique trouve de plus en plus d'applications dans nos vêtements, dans la mesure où ils évitent qu'une certaine partie de la flore commensale, la flore bactérie que nous avons sur la peau, qu'une partie de ces bactéries migre dans le vêtement et se développe dans le vêtement en y formant colonie, en profitant d'un milieu nutritif comme celui qu'on peut développer avec la sueur qui migre dans les vêtements. Ce principe d'hygiène, d'ailleurs, se trouve favorablement doublé par la disparition des odeurs qui sont associées justement au développement des colonies bactériennes dans les vêtements. Donc du coup, quand on a un vêtement antibactérien, ça peut limiter les odeurs corporelles. Ces fonctions antibactériennes peuvent être obtenues par d'autres voies que celles que je viens de vous donner, et les fibres qui existent sur le marché en sont la démonstration. L'aboutissement, finalement, des travaux qui sont engagés en ce moment avec des universitaires de haute pointure vont nous permettre, dans les mois et les années qui viennent, de mieux comprendre comment fonctionne un textile solide antibactérien. On connaît le fonctionnement des antibactériens liquides, mais on ne sait pas comment fonctionne l'antibactérien solide. Donc on est en train de comprendre comment une bactérie qui rentre en contact avec ces molécules antiseptiques peut être tuée, comment ça se passe, et surtout, est-ce que dans ce processus, l'antibactérien est consommé ou régénéré. Et vous comprenez bien que si on comprend les clés de ces mécanismes, nous allons vous offrir des antibactériens encore plus efficaces, plus adaptés, et juste ce qu'il faut, sans trop surdoser les effets antibactériens. Dans le même esprit des textiles antibactériens, nous travaillons, et beaucoup de gens travaillent, sur les textiles anti-acariens. Dieu sait qu'au niveau de l'hygiène, là aussi, il y a des problèmes. Des textiles qui sont aussi antifongiques, contre les moisissures, anti-insectes et anti-tout. Autre aspect de ces textiles sains et sûrs, c'est les textiles barrières. Alors, il y a toute une flopée de textiles barrières, je vais vous en citer quelques-uns. Les Jeux Olympiques de Sydney, que nous viennent de se terminer, ont mis sous les feux de la rampe les textiles anti-UV. Pourquoi ? Parce que les organisateurs des Jeux ont décidé que dans cette région du globe où la couche d'ozone présente quelques défaillances, il fallait protéger et les athlètes, et les accompagnateurs, et les spectateurs des effets nocifs des anti-UV
particulièrement denses dans cette région de notre planète. Alors, dans ces textiles anti-UV, bien sûr, il y a une contexture, c'est-à-dire le textile est très serré, de façon à avoir un effet d'ombre maximum, mais les fibres qui constituent ces textiles incorporent des particules de céramique de manière importante. Ce sont des particules d'oxyde de titane, par exemple, qui sont dans les fibres et qui font des barrières aux UVA et aux UVB, en les absorbant et en les réfléchissant en partie. Donc ça marche, et ça s'est bien développé sur le marché des Jeux Olympiques. On peut avoir aussi des textiles barrières antiparticulaires. Et là, ces produits se développent surtout pour les gens, pour l'instant, qui travaillent dans des conditions extrêmement propres, de ce qu'on appelle les salles blanches, où il faut particulièrement pas de poussière. Pas de poussière pour fabriquer les puces électroniques ou les produits alimentaires ou que sais-je. Et il y a également des textiles antibactériens, notamment dans les hôpitaux. Barrière contre les bactéries, les champignons, barrière contre les particules. Ces textiles existent et ils vont progressivement se développer pour les applications grand public. En outre, ils sont intéressants parce qu'ils sont conçus pour que l'électricité statique qui se développe sur les vêtements puisse s'écouler sans constituer des gênes au travail ou à la marche. Donc voilà des retombées de vêtements particulièrement fonctionnels qui arriveront dans le grand public. De même, tout ce qui existe sur les effets anti-feu, anti-flamme, haute température pour les vêtements de sécurité ou de protection se déclineront dans la sécurité du vêtement de tous les jours. Dans le même esprit, les textiles s'insurent la confiance textile. Donc, de plus en plus, le consommateur exige la preuve que les textiles qu'il achète sont dépourvus de substances indésirables, qui peuvent donner des effets d'allergie, des irritations ou même des cancers. Donc, nous avons développé justement des contrôles et des tests sur les textiles. Et quand ces textiles passent le test, ils ont cette étiquette dessus. C'est l'étiquette, un label Confiance Textile qui est délivré par l'Association de la qualité, par l'Institut Textile de France, et qui montre que les fabricants de textiles et de vêtements ont fait l'effort de rassurer le consommateur et que la confiance fait partie de la relation. Les textiles éclairants. Alors là, on est dans la mouvance des textiles, des vêtements de sécurité, et on est dans la mouvance également de certaines tenues de scène des artistes qui incorporent des textiles phosphorescents, luminescents, des microbilles, des microsphères, pour augmenter la visibilité de l'artiste ou du travailleur sur la route. Et dans cette foulée, nous allons voir apparaître des nouvelles solutions complètement innovantes, mais dans lesquelles le système de signalisation va passer d'une signalisation passive à une signalisation active. Ça veut dire que ce sera le porteur lui-même qui, à souhait, agitera ou commandera un niveau de visibilité adapté à une situation et adapté à l'urgence avec laquelle il veut se faire apprécier. Alors pour ce faire, on utilise la fibre optique. La fibre optique est un peu détournée dans ses applications textiles de sa vocation première, puisqu'une fibre optique doit faire véhiculer une impulsion lumineuse d'un bout à l'autre. Donc, avec une petite astuce qui est développée par des gens du textile en France, notamment la société Dubar, Warneton, la fibre optique peut être éclairante sur une portion latérale de sa longueur, dès lors qu'elle est tissée ou tricotée dans une étoffe. Et à partir de là, il suffit d'avoir une petite alimentation électrique, on peut donc faire des signalisations actives. On n'est plus tributaire de spots ou de phares de voiture, on commande la signalisation soi-même. Voilà une application ludique où vous avez un sous-vêtement éclairé, mais aussi éclairant. Voilà, je vous laisse imaginer tout ce que l'on peut faire avec ce genre de choses. On va passer à un autre domaine, qui est les textiles biosensoriels. Alors, les textiles biosensoriels sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont permettre de jouer et d'interagir avec les sens de la vie. Et là, les textiles vont devenir des vecteurs ou de vrais relais amplificateurs ou atténuateurs de stimuli et de sensations. Les textiles de confort. C'est évident que la notion de confort est grandement conditionnée par les textiles, grandement conditionnée par les stimuli thermiques et tactiles qu'ils génèrent. Alors si on commence par les aspects thermiques, il est bien évident que lorsqu'on essaie de comprendre les échanges thermiques qui s'installent entre notre corps et notre environnement, pour maintenir l'homéothermie, c'est-à-dire la température à 37 degrés de l'intérieur de notre corps, on a ici des mécanismes d'échange relativement complexes. Donc, notamment, une partie de ces échanges se font par la peau.
C'est là que le textile peut jouer un rôle important. Et de plus en plus, nous essayons de trouver des modèles qui nous permettent de simuler comment un textile sur la peau peut modifier les échanges thermiques. Alors cette simulation numérique, je vous en montre un exemple. Vous avez ici, bien sûr, à votre gauche, la façon dont se font les échanges thermiques entre une peau nue et l'environnement. Et vous voyez sur ce schéma que le rôle essentiel d'un textile qui est interposé entre la peau et son environnement, c'est de modifier les échanges thermohygrométriques, c'est-à-dire de masse et de température, entre la surface cutanée et l'environnement. Et ceci en créant justement un microclimat entre la peau et le vêtement, un microclimat sous-vestimentaire. Il apparaît, vous voyez, entre la peau et le vêtement, une couche d'air, dont l'épaisseur va varier d'ailleurs selon les postures que vous allez occuper, selon le mouvement que vous allez conduire, selon effectivement la façon de faire le vêtement, s'il y a des grandes manches, des grands cols ou des grandes jambes avec des ouvertures, tout ça va être conditionné l'épaisseur de cette couche d'air. Et vous voyez bien qu'en fonction des mouvements, ces variations de couches d'air vont provoquer dans le vêtement, entre la peau et le textile, des effets de pompage, des effets de soufflet, qui vont permettre de modifier les échanges thermiques et de masse avec l'environnement. Donc, pour simplifier l'explication de ce schéma, vous voyez qu'au niveau de la peau, les échanges thermiques ont lieu justement par ces pompages pariétodynamiques, ces effets de soufflet dont je vous ai parlé dans la couche d'air. Ils se font également par rayonnement à travers la porosité de l'étoffe, ils se font par rayonnement sur l'étoffe elle-même, et également par convection. Dans la couche de textile, les échanges se font, en ce qui concerne la chaleur, par conduction. Et en ce qui concerne les transferts de masse, c'est-à-dire d'air, d'eau et de vapeur d'eau, ils s'effectuent par diffusion pour la phase vapeur et par migration pour la phase liquide, notamment de la sudation. Et au niveau, bien sûr, de l'extérieur, entre le textile et l'ambiance, nous avons des phénomènes de rayonnement infrarouge, d'évaporation ou de condensation et de convection. Vous voyez que ce modèle permet en tout cas de comprendre comment ça fonctionne pour qu'on soit bien, confortable et qu'on puisse avoir, au moins sur la partie objective du confort, quelques données. Ça permet de mettre en place déjà des textiles un peu plus efficaces, des matériaux un peu plus efficaces. La difficulté, c'est que ce modèle est difficile à faire tourner pour les calculs parce qu'on n'a pas assez d'informations sur les textiles et sur les vêtements en termes de paramètres. Ceci nous oblige à mettre en place de plus en plus des modèles non plus numériques cette fois, mais des modèles analogiques, c'est-à-dire qui simulent le fonctionnement de la peau. Je vous en montre quelques-uns que nous avons installés dans notre institut. Ici, vous avez un modèle peau, qui est un outil normalisé pour faire des essais. Ce modèle travaille comme votre peau, il est capable de chauffer, mais il est capable de suer également. On met les textiles dessus, on les met dans une ambiance donnée et on mesure la résistance thermique qu'oppose le textile et la résistance évaporative, la résistance qu'il oppose à la sudation. Comme là, nous sommes sur une surface, il faut passer sur le vêtement. Donc là, nous avons installé un mannequin qui s'appelle Martin. Et ce mannequin est capable de bouger, de pédaler, de faire un tas d'exercices. Il peut se coucher dans un sac de couchage, bien sûr. Il travaille, il est complètement instrumenté sur le plan thermique. Et il a 42 parties du corps qui sont instrumentées. On peut l'habiller, on peut le faire travailler dans des ambiances parfois extrêmes. Et il nous donne des informations sur la déperdition thermique du corps à travers le vêtement et les mesures d'isolation thermique du vêtement. C'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait intégrer un torse transpirant. Pour l'instant, nous sommes au torse, on n'a pas encore intégré les membres. Et ici, nous avons un torse transpirant qui est capable de faire comme vous, mais au niveau du torse, d'émettre des échanges de chaleur, mais aussi d'émettre de la sudation. Donc ça nous permet de simuler le comportement physiologique de l'organisme en sudation. Et on peut l'habiller, et une fois qu'il est habillé, on regarde comment le vêtement agit. Et vous avez à droite l'exemple d'un t-shirt qui est sur ce torse en sudation, et que nous suivons avec une caméra infrarouge. Et vous voyez que ce t-shirt ne fonctionne pas bien en termes d'évaluation de la sueur, parce que les parties rouges sont les parties dans lesquelles la sueur s'est accumulée, et sous l'effet de la gravité, vous voyez, ils descendent le long du t-shirt. Et les parties blanches sont les parties qui ont parfaitement évacué la transpiration. Donc vous voyez qu'avec tous ces tests et tous ces travaux, on commence à mieux comprendre comment la fonction confort, la fonction objective du confort peut être installée, et on commence à tester d'une manière beaucoup plus objective tous les matériaux imperrespirants, textiles perspirants que vous trouvez sur le marché pour les positionner de manière objective.
Nous pouvons aussi, avec les sportifs de l'extrême, fabriquer des vêtements tout à fait extraordinaires qui permettent d'avoir des retombées progressivement dans le grand public. Alors, ce n'est pas suffisant, parce qu'on n'arrivera jamais si on n'avance pas encore. Donc il y a des pistes qui sont lancées aujourd'hui en termes de recherche pour améliorer notamment ces phénomènes d'absorption, de sudation et de transfert. Je vous en donne quelques-unes. La première, c'est d'utiliser ce genre de fibres dont la surface spécifique est particulière. Elles ont des formes bizarres, en coupe transversale, vous voyez, mais quand elles s'emboîtent les unes dans les autres, elles forment des réseaux capillaires dans lesquels la sudation peut s'engouffrer et être évacuée rapidement. De même, l'autre fibre, vous voyez, qui est à côté, à droite, possède sur sa longueur des petites capillarités dans lesquelles la sudation peut être évacuée. D'autres pistes, c'est de déposer à la surface d'un textile une couche de matériaux céramiques, de toutes petites particules de céramique qui sont liées à la surface du textile par un liant. Et cette barrière de matériaux céramiques est une barrière contre les rayonnements infrarouges du soleil ou contre des effets de température un peu forts. Là, c'est une autre solution. Ça consiste à emprisonner dans le textile représenté par les fibres ici des toutes petites capsules qui emprisonnent des polymères à changement de phase. Des polymères à changement de phase comme des polyéthines ou autre chose. Ces polymères qui sont extrêmement intéressants parce que lorsqu'ils changent de phase, tout en restant à température constante, ils peuvent absorber ou dégager une quantité importante de chaleur. Ces matériaux ont été mis au point par la NASA et l'US Air Force. Ils sont appliqués aujourd'hui dans le textile et ils travaillent à une température qui est celle de la peau, voisine de la peau, et peut donc permettre de réguler les échanges. Je vais passer très vite sur les aspects tactiles. Je vous ai parlé des aspects thermiques, je vous parle des aspects tactiles. Les produits que vous achetez, vous les achetez par les sens. C'est très difficile de faire de nouveaux touchés tant qu'on ne sait pas mesurer les touchés. Donc aujourd'hui, on travaille pour savoir mesurer les touchés, comme on sait mesurer la couleur, comme on sait mesurer le confort. Donc nous avons développé une méthode qui permet d'avoir des empreintes tactiles de différentes étoffes en les mettant sur un diagramme multicritère de ce type. Il y a 8 critères qui sont portés sur des échelles. Ces critères sont en général mécaniques ou thermiques, entre les touchés chauds et touchés froids des étoffes. Et vous voyez par exemple qu'avec ce mode de mesure des empreintes tactiles, vous pouvez distinguer un toucher velouteux d'un toucher moelleux, d'un toucher sec, ou d'un toucher rugueux par rapport à un savonneux, par un dufteux. Donc vous voyez qu'on peut commencer à mesurer les touchés, et comme je dis, quand on mesure, on change le monde, on va bientôt vous proposer des touchés exotiques, de nouveaux touchés, parce qu'on sait mesurer. J'avance sur d'autres biosensoriels, c'est les textiles à couleur active. Bon, là aussi, il est intéressant de voir comment on peut rendre des couleurs et des matières colorantes changeantes selon un certain nombre de stimuli. Là, nous avons un exemple sur cette diapositive d'un tissu enduit de colorants micro-encapsulés qui sont thermochromes. Et vous voyez que lorsqu'on met la main sur ce genre de textile, ça laisse des traces. Je vous laisse imaginer comment ça peut être utilisé. Dans le domaine des stimuli, vous pouvez avoir des colorants photochromes qui changent avec les photons, des colorants piézochromes qui changent avec la pression, acidochrome avec les acides, avec le pH, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir, pour ces changements de couleur, une approche biomimétique, c'est-à-dire de copier la nature dans ce qu'elle a de plus extraordinaire en termes de couleurs. Je prends l'exemple du papillon ou des ailes d'oiseau, qui présentent des couleurs fantastiques, mais qui ne sont pas des couleurs qui sont créées par des colorants. Ces colorations viennent de phénomènes physiques. Et c'est les interactions entre ces structures physiques des ailes de papillon, des écailles des ailes de papillon ou des ailes d'oiseau, qui permet de créer des effets physiques de couleurs. Et c'est ce que nous essayons de copier en faisant des fibres comme celle-ci, selon un brevet qui est un brevet américain, qui justement permet de générer par des technologies complètement nouvelles à la surface de la fibre, vous voyez ce genre de réseaux qui s'empilent les uns que des autres, et puis de nanocouches qui se superposent et qui sont faits de polymères différents avec des indices optiques différents. Et quand la lumière tombe sur ce genre de structure, il y a de la couleur, il y a des effets d'iridescence parce que vous allez avoir des couleurs changeantes selon l'orientation. Ça, c'est extrêmement important et on n'est qu'au début de ce genre de choses. Textiles olfactifs, là, c'est des textiles qui vont vous libérer des arômes, qui vont vous libérer des essences, qui vont masquer des mauvaises odeurs, par exemple, ou ça peut être des textiles qui sont capables d'absorber des odeurs désagréables de préférence. Là aussi, il faut introduire à ce moment-là dans les étoffes des caches moléculaires ou des nanotubes qui vont emprisonner ces molécules malodorantes et qui iront
ensuite les relarguer dans une station de nettoyage. Des textiles plus faciles à vivre. Alors Dieu sait que l'attente du consommateur pour ce type de produit est immense. C'est un champ immense de progrès. Vous voyez déjà les produits non-iron qui ne se repassent pas ou les produits EasyCare qui s'entretiennent facilement, anti-taches et compagnie. Mais les progrès qui sont faits ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup de choses encore à faire pour libérer le consommateur des tâches ancillaires d'entretien et de nettoyage des vêtements. Alors nous voyons apparaître des polymères à mémoire de forme. Nous voyons apparaître des polymères élastomères. Nous voyons apparaître des polymères qui sont électrostrictifs, c'est-à-dire que sous l'effet d'un champ électrique, ils vont changer de longueur ou de dimension comme un muscle. Eh bien, je pense qu'avec tout ça, on va voir émerger des vêtements qui seront capables de conserver leur aspect neuf, qui vont être capables de s'auto-défroisser ou de ne pas se froisser, et je pense même qu'on fera même des vêtements qui seront capables de s'auto-réparer lorsqu'on les aura éraflés ou même troués. Alors de même, et on parle de demain, de même je pense que comme on sait faire des vêtements qui ne sont pas envahis par des bactéries, on fera demain des vêtements qui ne seront pas contaminés par les poussières et sur lesquels les poussières ne s'accrocheront pas et qui seront donc quelque part auto-nettoyants. À ce moment-là, ça va tout changer. Et ce n'est pas si lointain, selon moi. Alors le problème se pose, bien sûr, de tout ce que je vous ai dit sur ces fonctions que l'on met dans les textiles. Est-ce qu'elles vont être permanentes? Est-ce qu'elles vont s'user? Comment je fais? Alors évidemment, ça pose des problèmes, ça nous interpelle, mais ça interpelle l'aval de la filière, c'est-à-dire les gens qui font l'entretien, les gens qui font les détergents. Il est évident que demain, si on a tous ces textiles, eh bien, il va falloir imaginer une nouvelle station-service pour recharger les vêtements en leur fonctionnalité. Ça fera évoluer, je pense, tout le service de l'entretien. Et puis surtout, ça va faire aussi évoluer les gens de la détergence qui devront mettre dans leur poudre à laver des additifs nouveaux pour que dans votre machine à laver, mesdames, vous puissiez recharger les batteries fonctionnelles de vos vêtements. Alors, on va au bout de la communication. Et c'est évident qu'il y a des vêtements communicants. Alors, on commence à avoir des vêtements, et dans la presse, on trouve tout ça, des vêtements qui communiquent, etc., dans lesquels on met des portables, on met des Walkman, on met des ordinateurs, on met des agendas, etc. Donc, demain, si ça continue, vous allez ressembler à James Bond ou à Rambo, moderne. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse à vous dire aujourd'hui. Je pense que ce qui est fortement intéressant, c'est de textiliser toutes ces innovations qui viennent des industries de la télécommunication. Il faut que l'on textilise. Ça veut dire que si on donne une solution textile à tout ça, on va coévoluer entre le textile et les industries de télécommunications et nouvelles technologies de communication et d'information. C'est ça qu'il faut faire. À ce moment-là, si, à l'instar des fibres optiques, on sait faire des fibres conductrices d'électricité ou des fibres ferromagnétiques qui seraient inductives, on va pouvoir, à ce moment-là, véhiculer dans les vêtements facilement de l'énergie et de l'information à des capteurs ou à des systèmes embarqués, très facilement. Alors, à ce moment-là, rien ne vous empêche d'imaginer que demain, vous ferez votre biomonitoring avec un tas de trucs qui seront embarqués, que vous ne sentirez pas du tout, mais vous pourrez avoir en permanence votre pouls, votre température, la température cutanée, la tension artérielle, que sais-je, l'évolution de votre vision. Tout ça, c'est possible dans du biomonitoring. Je veux néanmoins vous présenter un exemple assez moderne, assez récent. C'est une invention actuelle du CEA. Alors, à partir de cette invention du CEA, on peut imaginer des vêtements qui sont confectionnés avec des fils inductifs. C'est des fils qui ont une forte perméabilité magnétique et qui peuvent être utilisés pour l'alimentation de dispositifs électroniques. Portables, bien sûr, ou portés dans une poche. Dans cet exemple, vous voyez, les fils inductifs s'étendent latéralement, longitudinalement, le long de la veste de la personne. La personne porte à sa ceinture une petite pile qui est reliée à une bobine d'induction pour l'émission d'un flux magnétique qui va être canalisé par les fils depuis le bas de la veste jusque vers le col. Le radiotéléphone que porte cette personne est elle-même équipée d'une bobine, d'un récepteur avec une bobine de réception qui va être traversée par le flux magnétique qui est amené par les fils à l'endroit où est utilisé le radiotéléphone. Et ça va marcher. Et dans ce schéma-là, on est extrêmement en bonne coévolution. On a textilisé une partie du problème et on peut faire évoluer l'autre partie du problème qui est liée au fait qu'on va s'affranchir dans un schéma comme ça des contraintes de poids et d'encombrement qui sont liées aux batteries qu'il faut mettre dans les dispositifs électroniques portables et qui sont remplacées en l'occurrence ici
par des récepteurs d'énergie magnétique particulièrement légers et discrets. Donc, dans un même ordre d'idée, on peut très bien mettre, et c'est déjà le cas, dans les textiles et vêtements, des puces, des trucs embarqués qui vont permettre de marquer les textiles et éventuellement de vous suivre dans vos mouvements. Vous pourrez passer au cinéma sans demander qui vous êtes identifié, compter, etc. Tout ça, ça peut être effectivement utilisé pour faire les entrées-sorties, commander l'ouverture d'une porte ou d'une lampe, etc. Voilà brièvement, je regarde la montre, ce que l'on peut faire. Je vais vous parler des technos rapidement qui peuvent être utilisés pour faire ça. Ces technologies viennent d'autres secteurs industriels, elles ne sont pas utilisées aujourd'hui dans le secteur textile. Et par exemple, on peut fonctionnaliser des surfaces textiles avec des traitements sous faisceau d'électrons. Les traitements sous faisceau d'électrons accélérés sont utilisés dans le domaine de l'agroalimentaire pour stériliser les patates ou stériliser les aliments. C'est utilisé aussi pour la réticulation de certains polymères. On peut l'utiliser dans le textile dès lors qu'un textile où les polymères qui constituent ces textiles sont activés par des électrons accélérés qui vont casser les molécules, faire apparaître des radicaux libres ici, qui sont figurés par ce petit point noir, et lorsque ces radicaux libres sont mis en contact avec des molécules qui ont des propriétés particulières, on va pouvoir faire pousser à la surface de la fibre des chaînons comme ça, greffés, qui vont porter des fonctionnalités. Et on aura donc à terme un polymère greffé qui portera d'une manière intrinsèque de nouvelles fonctionnalités. Voilà l'outil que nous avons à l'Institut d'Aix-en-Provence pour faire ça. En gros, c'est un énorme poste de télévision qui permet de scanner une étoffe sur 1,60 m de large. Et vous voyez, l'équipe ici travaille pour envoyer sous le faisceau d'électrons une étoffe, l'activer, et en ressortant, elle passe au contact d'une solution textile où se fait ce greffage. Ça, c'est une solution que propose l'Institut Textile de France. Je passe sur d'autres solutions, je n'ai pas le temps. Je vais vous parler des lasers. C'est évident que les lasers, que ce soit les lasers thermiques ou les lasers excimaires, photochimiques ou les YAG, peuvent être utilisés pour scanner des étoffes et changer les choses. On les utilise, on essaye de les utiliser pour changer l'état de surface d'une étoffe. Sur ce diapo, vous avez ici une étoffe, une partie d'étoffe qui est initiale, et celle-ci a été scannée par un laser thermique. Et vous voyez que, comme ça, on peut graver à la surface de l'étoffe beaucoup de microgravures qui peuvent être intéressantes pour changer le toucher, pour changer l'aspect, mais aussi pour permettre au textile de ramasser peut-être plus les poussières ou d'accrocher dessus des apprêts. Les biotechnologies. Bien sûr qu'il faut s'y intéresser. On utilise déjà les biotechnologies pour traiter vos jeans. On fait travailler des enzymases, des enzymes comme les cellulases, pour digérer un petit peu les fibres de vos jeans pour qu'ils vous apparaissent plus doux. On utilise des protéases pour aussi manger une partie des fibres de laine, celles qui vous donnent un toucher rugueux. Donc on mange la partie superficielle de la laine pour avoir une laine très douce et du coup qui feutre moins. Ça, c'est des biotechnologies aujourd'hui utilisées. Mais on peut utiliser les biotechnologies pour fabriquer de nouvelles fibres. On peut très bien modifier le ver à soie à partir d'un gène de l'araignée pour faire au ver à soie de la soie d'araignée, qui a des propriétés mécaniques extraordinaires. On peut très bien modifier la chèvre pour que dans le lait de la chèvre, il y ait des gènes, il y ait des protéines qui soient pratiquement celles de la soie, pour faire des fibres de soie. Donc, les effets biotechnologie peuvent être importants dans le textile. Et demain, on fera des fibres chimiques à partir de bactéries et d'enzymes qui feront des polymères, fibres, et qui seront capables aussi, en fin de vie, de recycler tout ça et de traiter les déchets. Je crois que c'est des grandes pistes pour demain. La microencapsulation dont je vous ai parlé plusieurs fois. La microencapsulation, ça sert à emprisonner, à isoler un actif de l'environnement. Donc il suffit de mettre autour de cet actif une petite enveloppe, toute petite et très mince, qui est en général sphéroïdale, de quelques microns de diamètre, et on a microencapsulé un actif. Il y a plusieurs voies physico-chimiques pour faire ça. En général, on part d'une émulsion huile dans l'eau, l'actif est dans l'huile, et toutes les petites particules d'huile sont ensuite enrobées d'une interface. Cette interface peut être fabriquée par polymérisation interfaciale ou par coagulation, et on a emprisonné l'actif. Après, on récupère les microcapsules et on les emprisonne dans un textile pour fonctionnaliser le textile. Voilà ce que ça donne ici sur des fibres qui ont été traitées avec des microcapsules pour encapsuler du parfum. Et vous voyez que ces capsules ont été ouvertes, l'arôme est parti, et quelque part, la capacité du textile à libérer un arôme est épuisée. En conclusion, je vous ai brossé rapidement un vaste panorama technologique qui vous laisse entrevoir, j'imagine,
les enjeux qui sont attachés au textile et surtout le caractère extraordinairement passionnant de ce métier qui est absolument méconnu du grand public. Et je suis heureux que vous soyez nombreux ce soir pour m'entendre. Néanmoins, la vraie intelligence dans la démarche qui prépare l'avenir consistera à mettre le consommateur que vous êtes au cœur de la problématique et au cœur des produits pour qu'on lui offre des vrais produits-services. Avec, bien sûr, une coque d'informations autour des produits qui aura du sens pour le consommateur, pour chaque produit usage qu'il aura à traiter. On est loin de ça aujourd'hui. Je dirais volontiers d'ailleurs que les vrais textiles intelligents seront ceux qui sauront véhiculer cette information extrêmement ciblée auprès du consommateur. Le développement du e-business va offrir de nouvelles chances au secteur du textile. À lui de saisir l'occasion pour réaliser, comme savent très bien faire les gens de la cosmétologie ou les gens de l'agroalimentaire, pour établir des ponts entre les filières de production et les nouvelles filières de consommation qui s'installent. Ceci imposera, selon ce schéma que je n'ai pas le temps de vous commenter, ceci va imposer, pour faire ce pont entre les filières de production et les filières de consommation, d'avoir une nouvelle ingénierie de fabrication du textile que je qualifierais de plus anthropocentrée, c'est-à-dire une ingénierie qui prend plus en compte les facteurs humains dès les premières phases de conception d'un produit. Ceci imposera de faire des ponts et d'associer le consommateur qui juge les produits que de manière sensorielle pour faire réellement dans le textile, enfin, de la métrologie sensorielle et de l'évaluation subjective, comme le font les gens de la cosméto, de l'agroalimentaire. Et bien sûr, dans tout ça, les nouvelles technologies de communication et d'information vont permettre de rentrer en contact permanent avec le consommateur. Voilà des chances extraordinaires pour le textile. J'espère que vous m'avez bien compris et je vous remercie pour votre attention. On est dans les délais. Alors, deux questions. Ça, je pense qu'il ne va pas en manquer, mais j'en vois déjà une, là, si vous pouvez descendre. Ici, bien sûr. Ici, ouais. Alors, d'abord, là. Si vous pouvez descendre, monsieur, pour le... Alors, allez-y. Beaucoup. C'était particulièrement passionnant. Et je n'aurais jamais cru qu'il y avait une telle capacité d'innovation dans le futur du textile. L'impression que j'ai, c'est qu'il semblerait qu'on est en train de passer d'une ère où le textile était vécu comme quelque chose qu'on supportait, mais dont on n'avait pas encore prévu toutes les évolutions possibles. La question que je me pose, c'est un peu quand même celle-là. J'ai eu l'occasion de voir à quel point, au moment de la naissance des polyamides, quand on s'est rendu compte que les textiles avaient une capacité de durée relativement grande, les industriels du textile se sont empressés de trouver le moyen de réduire un peu la durée de vie. Qu'en sera-t-il dans l'avenir dans ce domaine ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il est évident que le problème de la durabilité des matériaux se pose, que ce soit dans le textile ou dans tout autre textile. Il vaut mieux essayer de concevoir et de faire le design des produits de demain en fonction de la durée de vie prévue. Il est évident que l'on fait aujourd'hui des textiles qui vont dans le génie civil pour faire des routes, des ballasts de TGV ou même des barrages en terre. Il est évident que là, au contraire, on essaye de prévoir une durée pratiquement infinie du textile. Mais dans le vêtement qui nous rassemble ce soir, il est bien évident qu'il ne faut pas rêver. Je vous parlais tout à l'heure des grands courants de mode. Les grands courants de mode, qui sont le fruit de la création esthétique, vont se perdurer. Et il est évident que vous, messieurs, et surtout vous, mesdames, vous n'allez pas garder un vêtement qui, de toute façon, n'est plus à la mode. Donc la consommation textile sera quand même fortement conditionnée par les courants de mode. Les fonctionnalités que je vous ai exprimées seront des choses qui devront effectivement être ajustées en termes d'efficacité et de durée à cette durée de vie mode des vêtements. Ça, je crois. Et on reste posé quand même la façon de recycler ces vêtements. Faut-il qu'ils restent dans les armoires ? Faut-il passer dans des friperies ?
Ou faut-il que nos vêtements non vendus ou mal portés aillent inonder l'Afrique pour ce continent? Donc je crois que le problème est posé. Là, on touche l'éthique. C'est essentiel, parce que vis-à-vis du consommateur, demain, il faudra avoir une éthique. Il faudra avoir un discours éthique aussi clair que le discours technique que l'on peut avoir aujourd'hui pour dire, voilà le produit que je vous propose, ayez confiance, je l'ai testé. Le discours éthique, il faudra qu'il soit approuvé aussi. Enfin, le polyamide est effectivement une très belle fibre, et super résistante, heureusement on fait des parachutes avec, hein, et la durabilité est parfaitement grande, beaucoup plus grande que celle que l'on a dans l'usage quotidien, surtout si c'est pour faire, par exemple, des collants. Mesdames. Parmi le vaste panorama que vous avez brossé, je me suis demandé où les fibres naturelles trouvent leur place et si donc ce sont des textiles complètement démodés dans le futur. D'autre part, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été, des études qui sont menées sur les textiles biologiques? Oui. Ok. Bon, bonne question. Donc j'avais essayé de vous le dire, mais mon discours est un peu rapide. Je vous dis que cette vague montante de produits innovants tiendra compte du patrimoine passé, à savoir des lots de fibres disponibles et du savoir-faire acquis. Il est bien évident que les fibres naturelles pèsent encore très lourd dans notre consommation. Je vous donne 2 chiffres que vous n'avez peut-être pas en esprit. La planète aujourd'hui consomme 60 millions de tonnes de fibres par an. Il y a 100 ans, elle consommait 1 million ou 2. Nous étions 1 milliard d'habitants dans la planète. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards d'habitants pour la planète, 60 millions de tonnes de fibres. Dans 50 ans, nous serons 13 milliards et nous consommerons 120 millions, 130 millions de tonnes de fibres. Je ne sais même pas quel type de fibres nous consommerons, parce qu'elles n'existent pas encore. Les fibres naturelles étaient les premières. Heureusement, il y a eu les fibres chimiques, parce que sinon, compte tenu du développement de la population, la moitié du monde irait tout nu aujourd'hui. Donc les fibres naturelles ont leur place à tenir, c'est clair. Et je crois qu'on va aller beaucoup vers le métissage, et de plus en plus vers le métissage des fibres, c'est-à-dire en mariant les fibres naturelles et fibres chimiques, pour que justement tous les aspects de confort, de tactile dont je vous ai parlé soient satisfaits. Donc la place des fibres chimiques, des fibres naturelles est importante. Le coton pèse aujourd'hui, le seul coton pèse aujourd'hui 10 millions de tonnes, je ne sais pas si c'est extrêmement important, ça restera une grande fibre, mais le problème c'est qu'on ne peut pas planter du cotonnier partout sur la planète, parce qu'il vaut mieux planter du maïs ou des plantes vivrières là où c'est nécessaire plutôt que de planter du coton. Donc, pour répondre à votre question, oui, les fibres naturelles ont leur place. En ce qui concerne les cultures biologiques, ça vient. On essaye de faire effectivement des cultures de fibres où on essaye de réduire et les engrais et les pesticides et tout ça. Donc cette logique-là s'installe de façon à ce que l'on ait de plus en plus un discours aussi dans la mouvance écologique pour le marché. Ça, c'est très vrai, et sur la partie germanique, anglo-saxonne, et ces produits-là trouvent des places. Monsieur. Oui. Je pense qu'il y a un problème qui se pose, pas seulement d'ailleurs à propos des textiles, mais je vous le pose naturellement à propos des textiles. Le cahier des charges, il y a des cahiers des charges qui sont manifestement très bons. Par exemple, contre les mauvaises odeurs, contre les microbes, etc. Mais il y a des cahiers des charges, par exemple, la correction, plutôt l'adaptation à l'ambiance thermique n'est pas forcément une bonne chose. Parce que la peau, tout le monde le sait, s'adapte. La peau non sans vêtements s'adapte dans une certaine mesure à la chaleur et au froid. Si on crée des cahiers des charges qui sont trop voulus par les consommateurs, qu'il faudrait qu'ils soient intelligents en même temps que le textile, à ce moment-là, si on tient compte trop du consommateur, on aboutira à des peaux, pour ne prendre que la peau, à des peaux qui sont bêtes, en ce sens qu'elles ne pourront plus s'adapter, étant donné que ce qui s'adaptera, ce n'est pas la peau, c'est le vêtement. Bonne réflexion. La notion de confort est subjective. Il y a une forte composante subjective. Je vous ai parlé de ce que nous pouvons faire pour agir sur la composante objective du confort, et notamment celle qui concerne l'interaction entre la peau et un textile, sachant qu'il y a beaucoup d'autres choses qui permettent d'avoir le confort, la respiration notamment, qui permet d'évacuer la chaleur métabolique, et le mouvement. Mais c'est vrai que l'on ne peut pas dire on va vers le confort idéal, en disant j'ai un vêtement de confort idéal et qui sera adaptable à tout le monde. Je suis convaincu, effectivement, qu'il faut respecter la vie de la peau, notamment sa capacité de s'hydrater, ce qui est important.
Donc je crois qu'il faut une vision globale du confort. Donc tout ce que l'on fait pour réguler les échanges de matière et de masse, c'est une chose. Et je crois qu'il faudra les associer aussi à ces capacités qu'auront demain les textiles de développer des substances hydratantes sur la peau pour justement éviter des stress quelconques. Donc le textile devrait, sur le plan confort, être une solution globale, offrir une solution globale. Et pour rêver un peu, je suis convaincu aussi que les vêtements ne seront pas confectionnés assez bien pour vous permettre d'avoir un confort idéal. Et c'est là que le vêtement communicant va aussi intervenir dans une approche globale. Le textile demain, le vêtement demain, embarquera de nouveaux accessoires, en plus des boutons, des fermetures éclairs, des poches, etc. Le vêtement embarquera avec les micro-machines, il embarquera des micro-ventilateurs, des micro-moteurs, des micro-plaques chauffantes qui seront pilotées, vous avez vu, par des fibres inductrices, de façon à ce que la ventilation, là où ça se fait mal, soit forcée, et tout en respectant, je pense, l'excès et le stress. Donc l'approche globale au niveau du confort, c'est certainement une piste fantastique de travail qu'il faudra conduire dans le respect de l'individu et de sa physiologie. Donc ça se conduira avec des physiologistes, ça se conduira avec des producteurs de matériaux, avec des scientifiques qui savent comprendre comment se font les phénomènes thermophysiologiques de l'homme et surtout les spécialistes de la peau. Donc c'est une énorme, ce que votre question met en exergue et en avant, l'énorme champ de recherche et de progrès qu'il y a dans ce domaine pour avoir une approche globale confort et un vêtement idéal confort. Madame. Seront les techniques d'assemblage. Ah oui, Oui, assemblage. Alors, ça effectivement, je n'ai pas traité parce qu'on m'a demandé de parler du textile. Mais dans le domaine du vêtement, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer tout de suite d'autres modes d'assemblage que celles qui sont faites par des textiles, notamment des fils à coudre. Donc là, on est quand même devant une technologie installée qui a fait qui s'est bien développée, mais qui est attachée quand même à du matériel, de machines à coudre et à des travaux très particuliers. Donc il est évident que beaucoup de gens travaillent sur ce concept de couture. Il y a plusieurs pistes. Alors il y a une piste qui consiste à dire, au lieu de mettre des fils de couture, je mets des adhésifs. Je mets des adhésifs, et vous avez vu d'ailleurs que les velcro sont d'un type d'adhésif qui se développe quand même pas mal dans le vêtement. Le problème, c'est pas d'une discrétion fantastique, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan auditif. Mais c'est une solution. L'autre solution qui se développe, et celle-ci me paraît remarquable, elle est purement technologique, ça consiste à dire, demain on aura des procédés et des machines qui fabriqueront le textile en 3D tout de suite à votre dimension. Et il n'y aura pas de couture. C'est déjà parti pour les pullovers. Regardez mesdames, regardez dans les boutiques, vous allez trouver énormément de pullovers sans couture qui sont faits directement sur une machine, toc, à votre taille. Autre question ? Monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bon, c'est formidable. J'ai essayé de synthétiser mes questions, il y en a beaucoup, mais bon. Alors d'abord, je pense qu'on part du fait qu'il faut adapter et travailler le tissu. Alors maintenant, moi je me pose une question. On parle de tissu humain. Alors, la peau, c'est du tissu humain, donc est-ce qu'on va devoir travailler sur la peau pour y incorporer des actifs? Bonjour pour nous. Deuxièmement, j'aurais aimé que vous reveniez à cet égard sur les biotextiles, par exemple pour lutter contre les maladies. Et la troisième partie, c'est une remarque personnelle, c'est d'abord, ça serait alimenté en 220 volts. Merci. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs volets à votre question. Il est évident que la peau, et j'ai essayé de vous marquer justement ce grand courant, et je suis heureux que vous le repreniez, l'intimité qui existe entre un textile et la peau, en termes de sensations et de transfert de stimuli, indique clairement qu'il faut que l'on comprenne mieux comment prendre la peau en compte dans tout ce qui concerne le textile. Et pas forcément dans la cosméto, puisque vous avez vu que le malheur d'un exposé, c'est qu'on le traite de manière analytique. Mais quand viennent des questions, on voit bien qu'il faut essayer après d'amalgamer tout ça pour offrir quelque chose de plus global. La peau est vraiment
le lieu de contact privilégié avec nos matériaux, il faut qu'on la prenne en compte. Et nous nous rapprochons effectivement de plus en plus des spécialistes de la peau et du toucher, et du toucher pas forcément de celui de la main, mais de la sensation cutanée, pour qu'on comprenne mieux la peau et qu'on l'accompagne globalement. Donc c'est vrai, on ne va pas délivrer n'importe quel actif sur la peau, il faut que tout ça soit mieux compris. Vous avez vu ce qui se passe à Sydney, je vous ai parlé des anti-UV, mais on aurait pu parler aussi de toutes ces combinaisons fantastiques qui sont nées des Jeux Olympiques, qui justement ont permis à des nageurs notamment, ou à des coureurs, de porter sur la peau des combinaisons qui simulent d'autres peaux, notamment la peau de requin ou la peau de phoque, de façon à ce que justement on ne soit pas gêné dans une action, une performance, par ces turbulences mal maîtrisées que fait la peau vis-à-vis de l'environnement. Donc on a mis des peaux de requin, parce que justement la peau de requin évacue l'eau très loin du nageur, et si bien que le nageur se retrouve pratiquement sans résistance dans l'eau. Et ils ont essayé de faire ça pour les coureurs de sprint, mais dans l'air, la résistance est moins forte et les effets sont moins importants. C'est pour vous dire que les problèmes de peau et de relation entre la peau et l'environnement et un textile sont importants. Vous savez que les nageurs ne se rasaient pas, même avec se rasaient pas quand ils nageaient simplement avec le slip, ils ne se rasaient pas les bras, puisque justement le fait d'avoir des poils justement créait ce phénomène que l'on a remplacé par les combinaisons peau de requin. Alors deuxième question, faut-il utiliser du 220 ? Bien sûr, non. On est là dans ces applications où on véhicule de la lumière, où on véhicule des signaux électriques ou magnétiques, on en a des zones de très basse énergie. Et là, bien sûr, il n'y a pas de problème. On ne sera pas. À la limite, même les textiles pourront même jouer le rôle de barrière contre les rayonnements électromagnétiques. Demain, vous pourrez être aussi protégé contre ça. Et puis l'autre question, c'était lutter contre maladie. Je pensais que vous alliez me poser la question comment on passe dans la machine à laver, tout ça, mais lutter contre les maladies. Alors là, c'est une vision qui est intéressante, qui est travaillée dans beaucoup de laboratoires dans le monde entier, parce que c'est vrai que la façon dont on soigne aujourd'hui les gens, on dit ingurgiter des pilules. Alors vous avez mal au bout du doigt, on vous dit prenez des pilules. Alors vous imaginez le chemin que fait le médicament et les ravages qu'il fait avant que l'effet sur le bout du doigt se fasse. Donc l'idée, ça serait de dire, est-ce qu'on ne peut pas quand même rapprocher de l'endroit où on a mal la délivrance d'un principe médicamenteux. Donc le textile peut être une solution et c'est dans cet esprit qu'on travaille. Il y a du chemin à faire encore, c'est vrai. Donc il ne faut pas être effrayé. Néanmoins, il y a déjà des choses qui se passent avec des textiles. Vous savez, il y a beaucoup d'implants, notamment les veines qui sont en textile, il y a les parois de renforcement abdominal qui sont en textile. Tout ça est déjà bien préparé et bien installé dans le monde de la santé. Oui. Donc ce sont d'énormes pistes, mais là, je vous ai parlé du futur. Je voulais parler du futur. Alors on va prendre une dernière question. Non, il y en a encore deux. Donc une ici, puisqu'on a un peu de temps, on va prendre deux questions encore. Monsieur. Allez-y. Vous avez évoqué dans votre exposé. Oui, je vous vois. J'ai les spots dans les yeux, c'est pour ça. Oui, on vous voit quand même. Vous avez donc exposé dans votre exposé, vous avez parlé d'antibactériens. Oui. Et en même temps, vous avez dit que ces fibres existaient déjà. Vous avez parlé aussi du problème de durabilité de ces macromolécules ou molécules. Alors, sur ce médecine en particulier, sur cet antibactérien en particulier, est-ce que vous avez des chiffres à peu près sur la durée de vie et même, plus généralement, où est-ce que ça en est les recherches sur la durabilité de ces macromolécules ou molécules? Très bonne question. Très bonne question. Pour tout vous dire, les textiles antibactériens ou les fibres antibactériennes qui sont aujourd'hui sur le marché utilisent des solutions technologiques qui sont différentes de celles que je vous ai montrées, qui est l'approche idéale, qui consiste à dire nous attachons de manière permanente et rigide à la surface de la fibre des molécules accrochées au bout comme un hameçon accroché au bout d'une ligne de pêche. Donc ça, c'est la manière idéale. Aujourd'hui, les produits qui sont sur le marché ne travaillent pas selon ce concept. On a mis dans les fibres des particules, comme des éolites par exemple, qui ont des effets antibactériens, où on a mis des molécules, des principes actifs qui sont dans la fibre. Donc il est évident que l'on est à cheval entre un principe de fibre antiseptique qui relargue son antiseptique et une fibre qui ne le relargue pas. Donc ce qu'il faut éviter, c'est le relargage d'antiseptique, comme ça, d'une façon incontrôlée. Alors on n'a pas complètement maîtrisé ça, parce que les solutions dans l'industrie ne sont pas encore complètement optimisées. Il y a forcément
une consommation de l'antiseptique ou de l'antibactérien ou de l'agent antibactérien qui est dans la fibre aujourd'hui. Alors nous le mesurons par les résistances au lavage. Donc aujourd'hui, les gens qui développent ces fibres s'imposent, et c'est normal, qu'ils résistent et que l'effet antibactérien résiste et soit encore visible et mesurable après 20 ou 30 lavages ménagers en machine à laver. Donc c'est la durabilité pour l'instant et c'est la façon dont on monte l'outil de la confiance pour communiquer avec le marché. Donc pour l'instant, c'est quelques dizaines de lavages. Demain, ça sera, j'espère, la durée de vie du produit. Et puis peut-être, pour certaines applications, une application permanente, sans relargage. Ceci va dépendre de ce que je vous disais. Est-ce que la bactérie, lorsqu'elle est tuée, consomme ou pas de l'antiseptique, ou il le régénère, ou il le consomme. S'il le consomme, on peut imaginer que l'appauvrissement antibactérien de l'étoffe sera lié à un nombre de chocs fertiles qu'elle aurait avec les bactéries. Et là, il faudra que les fabricants vous disent, après 1 an ou 6 mois, il vaut mieux que vous alliez faire recharger dans la station-service votre produit en antibactérien. Dernière question, monsieur. Bonsoir, je voulais savoir si dans le futur, est-ce qu'on pourra manger nos vêtements? Vous savez, puisque je vous ai parlé de biosensoriel, j'ai imaginé de vous parler, je n'ai pas parlé des tissus qui font du bruit ou des tissus qui ont du goût. Mais quand je vous ai parlé des technologies de micro-encapsulation, il est évident que l'on pourrait très bien imaginer des textiles chewing-gum. Parce que n'oubliez pas que les chewing-gums que vous mâchouillez et qui ont un effet permanent de mentholé ou de chlorophylle ont incorporé dans le chewing-gum des parfums encapsulés. De même, les bonbons acidulés, à fort pouvoir acidulé, incorporent dans le bonbon des goûts encapsulés. Donc, rien n'empêche d'imaginer de mettre sur des textiles des microcapsules qui vous permettent de les mâchouiller pour avoir soit des vitamines, soit des bonbons. Mais de là à les manger, peut-être pas. Mais demain à manger une fibre qui serait parfaitement assimilable par l'organisme et qui emmènerait avec elle, de manière absolument bien maîtrisée en termes de chronothérapie, de l'aspirine, etc., ça peut être intéressant. Merci.